Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes retenant l'actualité dans le pays et même ailleurs sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, lorsqu'on commence cette émission, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu. Selon notre feeling, ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. C'est donc ça le Décrit Info. En résumé, en ces quelques slogans, vous avez la philosophie, le cahier des charges de l'émission Décrit Info. Ici, je viens donner mon point de vue. C'est du journalisme, rassurez-vous, c'est du journalisme. J'aime beaucoup le dire et le répéter parce qu'il y a des gens qui disent que journaliste à l'Oba Kaboete, journaliste à Sala Kaboete, journaliste à Kendara Kaboete. Non, c'est du vrai journalisme. Parce qu'en journalisme, on reconnaît aux journalistes la possibilité de pouvoir opiner, de pouvoir donner son point de vue quant aux grandes questions, sur les grandes questions d'actualité de son pays. Parce que le journaliste est un pays qui est un citoyen d'un pays qui vote. Quand on va voter, ça veut dire qu'on a une inclinaison pour une personne donnée. Il y a Tshisekedi, il y a Martin Fayulu, il y a Kabila, il y a Bemba, il y a Katumbi, il y a ceux-ci. Ils vont compétir, ils vont aux élections. Moi, je suis journaliste. On ne m'empêche pas d'aller voter. En allant votant, je peux voter soit pour Katumbi, je peux voter soit pour Kamere, je peux voter soit pour Félix Tshisekedi, je peux voter soit pour Jean-Pierre Bemba, pour Martin Fayulu Madidi, le candidat de mon choix. En allant votant, ça veut dire qu'en allant voter plutôt, ça veut dire que j'ai une inclinaison pour tel ou tel autre candidat. Mais ce qu'on me demande, c'est de prendre un peu de distance dans l'exercice de mon travail. Quand j'ai fait le journalisme de compte rendu, quand j'ai fait un reportage, vous le voyez aussi ici, quand je reçois les gens, quel que soit leur bord, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, de l'UDPS ou du PPRD, là, je suis dans le journalisme classique. Là, je suis neutre. Là, je prends de la distance par rapport aux faits. Mais lorsque je veux, comme dans le cadre de cette émission, opiner, donner un point de vue, là, je me mets dans la peau de l'éditorialiste. La profession, la théorie, la science me reconnaît le droit de pouvoir donner un point de vue quand je suis en train de juiser de ces genres journalistiques qu'on appelle l'éditorial. Donc, ça ne doit pas gêner les gens. Bon, évidemment, j'ai toujours dit, donner un point de vue, oui, mais imposer sa vue en démocratie, ça ne peut pas passer. La démocratie, c'est la tolérance. La démocratie, c'est l'acceptation des divergences de l'autre. La démocratie, c'est la capacité à prendre de la hauteur et à transcender les clivages. Vous devez savoir que vous pouvez être de l'UDPS, mais vous devez aussi accepter qu'il y ait quelqu'un du PPRD. Vous êtes d'Ensemble pour la République. Acceptez qu'il y ait quelqu'un de AFDC. La démocratie, ce n'est pas une pensée monocolore. Non, la démocratie, c'est une multitude de pensées. Mais ce que nous demandons, c'est que nous pouvons diverger sur nos positions politiques, sur nos prises de position, sur nos idéaux et nos idées. Mais ça ne veut pas dire que nous devons nous rentrer dedans. Nous devons nous insulter comme ça prend de plus en plus les pas ici dans le pays. On peut faire de la politique, mais n'amenons pas les débats politiques dans le caniveau. C'est tellement élevé que cette manière de faire truffer des insultes et des insinuations calomnieuses, je trouve ça assez anormal parce que je me dis, on peut vraiment défendre son point de vue, on peut vraiment défendre son camp, on peut opiner sur une question tout en ayant une certaine élégance, un certain respect par rapport aux gens qui ne voient pas les choses comme vous. C'est tellement important. Et c'est ça mon idée de la démocratie, et c'est ça mon idée du combat politique, c'est ça mon idée du débat politique. C'est extrêmement
important ce que nous disons. Donc ici, je viens donner mon point de vue sur ce qui se passe. Comme vous avez vu le thème là, je donnerai mon point de vue par rapport au thème retenu pour aujourd'hui. Par rapport à cette question d'actualité, je donnerai mon point de vue et j'ouvrirai les débats parce que j'ai toujours dit, je ne suis pas à l'église, je ne suis pas un prophète. Ce que je dis ici n'est pas du tout une parole d'évangile et moi je ne vous appelle pas à dire oui et amen. Merci à nos amis de la technique qui font un travail remarquable. Et merci aussi à notre partenaire, la boutique La Londoloise, avec sa patronne Judith Londolé Betoko. Vous connaissez les slogans, vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. N'hésitez pas, appelez donc une autre amie de la boutique La Londoloise, Judith Londolé Betoko. Des chemises comme ça, un peu panne, un peu, voilà, pour le week-end. Judith Londolé peut vraiment vous l'offrir. Vous n'avez qu'à composer le numéro que vous voyez dans son spot publicitaire. Appelez Judith Londolé Betoko, veste, chemise, cravate, chaussures, cinglés, sous-vêtements, tout ce qui concerne l'habillement, homme et même des montres. De montres comme celle que j'ai mise ici. Vous pouvez donc commander ça chez notre partenaire Judith Londolé Betoko. Elle se fera le réel plaisir de pouvoir vous envoyer vos commandes. Vous connaissez le principe de l'émission, les amis. Nous ne pouvons pas commencer, nous ne pouvons pas déroger à la règle. Donnez-moi 5 minutes seulement pour évoquer la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Ceci est donc ma contribution à l'éveil de la conscience. Ceci est donc ma contribution à réveiller les consciences collectives de nous tous. J'ai dit que moi je refusais de pouvoir être complice d'une situation ou plutôt coupable. Vivre dans un pays où une grande partie de ce pays est en difficulté, où une grande partie est pratiquement en miettes, à cause de ces mouvements de rébellion, des dizaines de personnes, des centaines, des milliers sont massacrés au nez et à la barbe de nous tous. Ces personnes ne disent rien. J'avais dit non, Perrault, il faut que je contribue à alerter l'opinion nationale et internationale sur ce qui se passe dans mon pays. Donc il faut que j'alerte l'opinion nationale et internationale sur ce qui se passe dans mon pays. Et comment je peux le faire? Ben évidemment, je suis journaliste, mon travail c'est de parler devant un micro, devant une caméra. Je prends les outils de mon travail, je les mets en contribution pour dire à l'humanité que ce qui se passe au Congo n'est pas du tout normal. Pour dire à l'humanité que nous ne pouvons plus accepter cette situation ici. Nous ne pouvons plus comprendre qu'en plein 21e siècle, des familles entières soient éliminées de la carte du monde par une barbarie sauvage. Et on a l'impression que le monde refuse de se mouvoir sur ce qui se passe ici chez nous. Non les amis, n'oubliez pas que ça tue chez nous dans l'Est de la République, ça viole chez nous, ça massacre chez nous. Je refuse d'être dans la classe des médiocres telle que le disait Monseigneur Laurent Mosengo Passini, à paix à son âme, ou plutôt dans la classe de ce qu'on dit la République des inconscients, comme l'a dit Modeste Moutinga Moutuchaï dans son ouvrage. Non, pas du tout, je refuse de cela. Je voudrais que ma voix soit entendue, je voudrais apporter ma pierre de contribution à l'édification de cette nation et apporter un mieux-être pour nos compatriotes. Donc, ici, je voudrais alerter l'opinion, je voudrais alerter le monde entier sur la situation dans mon pays. Ça viole dans mon pays, ça massacre dans mon pays. Et chaque jour qui passe, la situation s'écorce encore un peu plus davantage. C'est vrai qu'on nous dit qu'il y a des résultats avec l'état des sièges qui a été lancé. D'ailleurs, en passant, je voudrais ici réitérer mon soutien à cet état des sièges. J'avais dit qu'à un moment donné de la vie, nous devons apprendre à taire nos divergences quand l'intérêt supérieur de la nation le recommande et le commande. Que vous le vouliez ou pas, le Congo est le seul bien que nous avons nous tous en commun. Nous pouvons diverger sur nos idéaux, sur nos idées, mais lorsque l'intégrité de notre pays, lorsque la patrie est en danger, à un moment donné, nous devons oublier que nous sommes des Lamouka, nous devons oublier que nous sommes Ensemble pour la République, etc. Nous devons nous concentrer sur la République. Et la République étant en danger, il est hors de question de privilégier nos bords politiques. Il est hors de question de privilégier nos tendances. Il est hors de question de privilégier ces choses-là. Le plus important ici, c'est le pays. Le plus important ici, c'est le pays. Et j'ai toujours mes deux postulats. Je prie chaque jour pour que le Congo
s'organisent pour avoir une armée républicaine, une armée forte, une armée dissuasive, capable de nous protéger dans nos frontières. On a un grand pays avec nos 2 345 410 km² de superficie. Et ça se met ça à la rater, tu as 60 millions, Balobi tu as 80 millions. Après, maintenant, il y a des estimations qui disent que nous sommes déjà à 100 millions de Congolais. Je ne sais pas sur base de quelles statistiques on les dit, mais bon, il y a quand même beaucoup qui estiment que nous sommes à presque 100 millions. Nous ne pouvons pas assurer la sécurité des 100 millions de personnes. Nous ne pouvons pas vivre heureux en ayant un territoire de 2 345 410 km² de superficie. Si nous-mêmes ne nous organisons pas, l'armée doit être modernisée, l'armée doit être professionnalisée, l'armée doit être équipée, l'armée doit être bien payée pour mettre nos militaires à l'abri de besoins et leur permettre de se concentrer sur leur mission essentielle qui est la défense de la patrie. Si nous ne faisons pas ça, on sera là en train de se plaindre. Et vous le savez que dans ce domaine, je pense qu'on ne devient pas autorité d'un pays, d'une nation, pour se plaindre, pour dénoncer. Non, on devient autorité pour agir. Parce que quand on venait solliciter les suffrages du peuple, je suppose qu'on avait déjà fait la cartographie et qu'on avait une idée de la situation, non seulement une idée de la situation, mais aussi des recettes, des remèdes qu'il faut apporter. Cette affaire de se plaindre, cette affaire de dire que c'est elle, de trouver des boucs émissaires, je dis ça ne nous honore pas comme pays et comme peuple. Trouvons des astuces et des solutions à l'intérieur de notre pays pour nous protéger. Et le premier élément que je mets sur la table pour moi, c'est l'armée. Le deuxième élément, c'est notre capacité à pouvoir identifier la menace. Pour moi, l'identification de la menace passe par trois choses. D'abord, identifier les tireurs de ficelle de cette situation parce qu'ils sont connus pour la plupart. Mosso l'a même dit. Il a dit, cher, comment il s'appelle, cher honorable, cher collègue, quittez les groupes armés. Donc le président de l'Assemblée nationale avait certainement des informations qu'il y a des députés qui sont dans les groupes armés et qui tirent le ficelle de cette situation-là. Il faut les identifier, il faut les traquer, il faut les punir. Si nous réussissons ces trois éléments-là, identification, traquer, punir, on peut se dire, bon écoutez, les gens auront peur de refaire ce qui ne s'est pas maintenant parce qu'ils savent qu'il y aura une sanction et qu'on ne tue pas un Congolais gratuitement. Donc, capable d'identifier la menace. Deuxième élément, avoir une armée républicaine dissuasive et professionnelle capable de nous protéger. Si nous mettons en place ces deux formules, à mon point de vue, le Congo peut se sortir de cette situation de sécurité dans l'Est de la République. Voilà ce que j'avais à dire. Je redirai la même chose demain, parce que c'est quand même notre pays. Les amis, vous avez vu mon thème. Je voudrais qu'on réfléchisse un peu autour de cette escroquerie grandeur nature. C'est tout simplement de l'arnaque, ce qui se passe avec cette affaire des rames. J'ai mon fils qui a pleuré hier toute la nuit. C'est pas vrai. Parce qu'il avait ces 5 dollars de crédit qu'il a d'ailleurs, des moments j'étais en train de dormir. Il est venu toquer pour me dire, j'ai dit, écoute, appelle tel pour qu'il t'envoie de crédit. Il voulait télécharger. Je ne sais pas moi, aller sur internet. On lui a envoyé 500 unités. Je parle bien de 500 unités. 5 dollars de crédit. Et le gars n'a même pas réussi à... Mon Dieu, c'est pas vrai. À mettre des mégas, comme on appelle ici au Congo. Parce que le RAM a tout pris. Et je l'ai vu fondre en larmes devant la télévision parce que le RAM avait tout pris. J'ai discuté avec un frère qui est venu de France. Il est dans son hôtel, il doit appeler le chauffeur qui doit l'amener à l'aéroport. Il dit qu'il avait tout dépensé, tout ce qu'il y avait comme francs. Il lui restait 2000 francs en poche. Il sort devant une cabine, il donne 2000 francs pour que le chauffeur vienne le prendre avec ses bagages et qu'il aille à l'aéroport. Il met les 2000 francs de crédit parce que le téléphone était resté en charge dans sa chambre. Il rentre pour appeler les chauffeurs, on lui dit qu'il n'a pas de crédit. Il regarde Ram à tout prix. Il dit, Perrault, j'avais l'impression de voir Ram en question et de lui donner un coup de poing. Et il doit descendre maintenant au niveau de la réception pour négocier avec les réceptionnistes, emprunter le téléphone. Oh là là, attends, quelle humiliation quand même. Et cette situation ici, beaucoup de Congolais les vivent. Si ici dans le pays, nous nous plaignons, on est en train de se plaindre.
Mais mettez-vous à la place de cette maman qui est à Malimbankoulou, qui est chez moi à Ilebo, qui est chez ma mère en Ganajika, qui est à Lupatapata, qui est à Kabulangoma, à Banga, je ne sais pas moi quoi. Mettez-vous à la place de cette maman-là. Peut-être qu'il n'a que 500 francs, il va mettre des crédits pour appeler son fils à sa Nini Ramaliango. C'est tout simplement de l'escroquerie. C'est une escroquerie d'État, cette affaire des rames. J'ai vu le ministre de Petentik hier à l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre, on vous appelle Kibasa. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire seulement par son nom. Je me suis dit, mais bon Dieu, ce n'est pas vrai. Si les noms pouvaient suivre, je me suis rappelé de monsieur Kibasa, compagnon des luttes de monsieur Tshisekedi de Wamulumba. Ce pays avait des noms. Ce pays avait des noms. Chaque jour qui passe, que ce soit dans la classe politique, que ce soit dans la classe... je ne sais pas moi, dans tous les métiers, il y a une régression. Moi-même, quand je regarde les journalistes, je dis, est-ce que Perrault, tu peux être fier d'être journaliste aujourd'hui? Est-ce que le travail que tu fais, tu le fais bien? Qui était journaliste dans ce pays? Nous avons eu des Kibambichintois dans ce pays. Des Bachunga Nzinga, oh là là, des Kabala Monamboui, des Chantal Kanimbo. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui se dit être journaliste, mais incapable de vous formuler une phrase dans un français correct. Sujet, verbe et complément. Sujet, verbe et complément. Mais à l'époque, quand quelqu'un s'est présenté comme un journaliste, messieurs, on avait l'impression que Voltaire est sorti de sa tombe. On avait cette impression-là. Mais également dans la classe politique. Quand vous regardez notre Assemblée nationale aujourd'hui, mon Dieu, cette assemblée-là, les Tchen Tshisekedi de Wamulumba, les Iléo, les professeurs Liaou, de Kanza, c'était eux qui étaient nos députés. Après, nous avons quand même eu des Olivier Kamitatou, des Variste Bochab, des Henri Thomas Lokondo. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale des... Voilà, tout ce que vous avez vu là. Où les gens viennent même pieds nus. J'ai vu certains de mes aînés transformer la tribune de l'Assemblée nationale à une histoire de bouffonnerie. J'avais des larmes et j'ai dit, mon Dieu, mais ce pays, nous allons où? Nous allons où? Ces messieurs portent le nom de Kibasa. Hier, je l'ai vu tout petit devant les députés nationaux. Vous savez, quand vous voulez défendre le mal, quand vous voulez défendre le mal, vous pouvez vous battre, mais attendez, on ne défend pas le diable facilement. Quand on est du côté de la lumière, vous allez vous rendre compte que même la conception, comme le disait cet écrivain français, que ceux qui se conçoivent bien s'annoncent aisément et les mots pour les dire s'annoncent bien et les mots pour les dire arrivent aisément. Quand on est du côté de la lumière, on explique facilement les choses. Mais ce que j'ai vu hier, j'ai eu honte. J'ai eu honte pour mon pays, pour le monsieur qui parlait. Et j'étais malheureux de constater que monsieur s'appelait Kibasa. Vous connaissez le combat et le parcours et le jeu de cet homme. Il était parmi les 13 parlementaires de l'UDPS, des gens qui ont bravé la dictature de Mobutu. Je me suis dit, est-ce qu'il est fier de ce que son fils est en train de produire à l'Assemblée nationale? Je ne pose que des questions, je ne dis rien. Est-ce qu'il est fier des arguments alambiqués que son fils est en train d'apporter devant la chambre du Parlement sur cette affaire des rames? Je ne sais pas, je me pose des questions. Est-ce que les Congolais étaient fiers de ce que le ministre avait été en train de dire? Je me pose des questions. Le ministre de Petentik, M. Kibasa, nous dit que RAM soutient la gratuité. Mais messieurs, vous ne pouvez pas, lorsqu'on est républicain, lorsqu'on se prend au sérieux, se présenter devant la représentation nationale, défendre une histoire qui n'a ni tête ni queue. Que
Quel est le soubassement juridique qui sous-tend aujourd'hui cette affaire des rames? Le rame est-il une taxe, un impôt? Le rame, c'est quoi? Monsieur Kibasa a été incapable de nous expliquer. Le rame est tout simplement un monstre qui est sorti pour sucer nos unités. Et dans une république sérieuse, les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Qui a institué le rame? Le rame n'a même pas été créé par un arrêté, même pas un acte réglementaire pour que l'on se dise, écoutez, il y a quand même un soubassement, un début de sous. Il n'y a même pas un acte réglementaire qui institue le rame. On dort, on se réveille un matin, monsieur nous dit, rame. La République a donc décidé de pouvoir arnaquer ses propres citoyens. La République a décidé de pouvoir escroquer ses propres... C'est une escroquerie étatique, cette histoire des rames. Parce qu'il n'y a pas de soubassement juridique. On ne sait pas, est-ce que c'est une taxe, est-ce que c'est un impôt? Quelle est la nature juridique de cette affaire des rames? Kibasa est incapable de vous le dire. Monsieur le ministre, vous portez le nom de Kibasa. Votre père, c'est une sorte de... c'est un héros de la démocratie dans ce pays. Aux États-Unis, il serait classé parmi les pères fondateurs de la démocratie. Et les pensées des pères fondateurs doivent non seulement survivre, mais être respectées. Ce que vous faisiez hier là, moi je ne comprenais absolument rien. Cette histoire n'a pas de soubassement juridique. Le ministre nous dit qu'il a déjà mobilisé, je ne sais pas moi, si c'est 25 millions ou combien de millions de dollars par rapport au RAM. Qui garde l'argent des RAM? Où se trouve cet argent? Parce qu'on sait que tout l'argent du trésor, tout l'argent du pays va dans le trésor public. Y a-t-il un compte du trésor public qui reçoit l'argent, les récoltes de cette affaire des RAM? Qui vérifie ça? Qui contrôle tout ça? Qui contrôle tout ça? Nous, on se réveille un matin, on décide comme ça d'arnaquer tout un peuple, d'escroquer tout un monde. Dans cette histoire. Et maintenant, on commence à toucher n'importe quoi. Oh, RAM, ça aide pour la gratuité. RAM, messieurs. Prenons-nous un peu au sérieux, nous, Congolais, quand même. Vous voulez dire quoi? Que RAM a été lancé comme ça, de manière, je ne sais pas moi quoi, et en cours de route, on se rend compte qu'on avait déjà lancé un processus et qu'on avait l'argent en main. On commence à se dire pour justifier ton gratuité. Mais non. Même lorsqu'on crée de nouvelles taxes, nous avons des objectifs. On s'est dit, écoutez, ces taxes récoltées au terme de ces laps de temps, on aura autant. Donc le RAM a été créé comme ça, comme un monstre. Et chemin faisant, le RAM s'est rendu compte qu'on avait gratuité d'enseignement. Le RAM a voulu jouer les bons enfants en intégrant le financement ou l'accompagnement de la gratuité. C'est quoi ça, les amis? C'est quoi ça? La République, la gestion de la cité est une chose sérieuse qu'elle ne mérite pas cette gestion et cette erreur à laquelle on assiste aujourd'hui. La République est tellement sérieuse, les amis. Lorsqu'on devient ministre, lorsqu'on devient président de la République, lorsqu'on devient autorité mandataire, messieurs, vous avez les destinées de millions de gens sur vos dos. Vos actions doivent être minutieusement réfléchies. C'est d'ailleurs pour ça que la République vous donne des cabinets. Parce que la République mesure l'importance des tâches qui sont les vôtres. Et la République dit, il faut qu'il y ait un groupe de gens, d'experts qui accompagnent ces messieurs sur qui reposent nos lendemains et nos devenirs. Aujourd'hui, la République est dans la rue. Un texte écrit à 10h, à 10h02, il est dans les réseaux sociaux. On assiste à une gestion dans certains domaines. Attendez, essai erreur, gestion à tâtons, des décisions prises vraiment comme ça. Est-ce que je n'arrive pas à comprendre, les amis? La décision du RAM là, est-ce qu'elle a été prise sur un conseil des ministres? Le conseil des ministres est convoqué, présidé par le chef de l'État. Le président de la République lui-même nous a dit qu'il a donné des instructions pour qu'on puisse suspendre cette affaire des RAM.
Mais nous sommes dans quelle république où les décisions, les propos du numéro 1 de nous tous ne sont pas respectés et ne sont pas suivis des faits. Le chef de l'État a dit qu'il a ordonné la surséance ou la suspension de cette affaire des rames. Mais M. Kibasa vient défendre une histoire sur laquelle plutôt pèse une décision de la première institution du pays. Mais on est de quel pays? Vous nous gérez comment, monsieur le ministre? On sort d'un conseil des ministres, le conseil décide de fermer les ports illégaux. Le conseil a décidé de suspendre l'exonération, compensation sur Banine. Mais attendez. Cette histoire des rames est une escroquerie grandeur nature. Elle n'a aucun soubassement juridique. Et M. Kibasa n'a rien à faire que de retirer cette affaire-là. L'État ne peut pas escroquer ses propres citoyens. L'État ne peut pas arnaquer ses propres citoyens. C'est de l'arnaque. Et je ne comprends pas pourquoi M. Kibasa s'obstine à rester et à défendre cette affaire des rames-là. Je ne comprends absolument rien. Si c'est une taxe, si c'est un impôt, qu'ils nous disent, est-ce que le RAM a suivi le processus normal pour qu'aujourd'hui, qu'on se réveille un matin et qu'on commence à nous bouffer nos unités et nos crédits à cause de cette affaire du RAM? Non, non les amis, aimons de peu ce pays et aidons ces peuples qui souffrent. Vous nous prenez nos rames, mais dans le budget qui est arrivé là, regardez, la dotation de la présidence a grimpé. Les députés nationaux ont vu leurs émoluments monter en dehors des palissades qu'ils ont reçues là. Les ministres auront des jeeps aussi. Les sénateurs, je ne sais pas moi. Quand il faut bénéficier de gains, c'est vous parce que vous êtes au pouvoir. Parce que vous assumez certaines fonctions. Mais quand il faut aller ponctionner dans le peu qui nous reste, c'est nous qui payons maintenant. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Et à un moment donné, lorsqu'on gère la cité, la gestion de la cité repose sur le principe de la redevabilité. Ce que nous faisons, nous le faisons pour et pour le compte d'un peuple. Mais quand nous, le peuple pour lequel vous êtes là, monsieur le ministre, nous vous disons, et l'euro ils ont l'avis sur mon tebi mutula magona on te tika. Et l'euro l'équipe tika na mokili la raté bakino balobak. Oko s'obstiner au katara bato ba mongo bozwaka ba mongo mbongo ezokende wapi to éviter mbongo eza taxe to éviter eza impôt to éviter. Donc l'état yé moko alali la muki a décidé ya bando benda ba mongo ya bato na ye. L'État a décidé, au lieu de pouvoir nous aider, l'État a décidé de nous prendre le peu que nous avons. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. C'est inacceptable, c'est inadmissible. Personne ne peut accepter ça. Ici, les députés nationaux doivent amener leur démarche jusqu'à la fin. Ils doivent amener leur démarche jusqu'à la fin. Si M. Kibasa ne retire pas cette histoire des rames, il faut transformer cette motion d'interpellation à une motion de défiance. Parce qu'on va se rendre compte que monsieur n'est pas à sa place. Il ne comprend pas les enjeux. Sauf si peut-être que l'obstination de M. Kibasa n'est pas innocente. Qui est derrière cette affaire? Qui est véritablement le parrain de RAM? Pour qu'un ministre s'entête à maintenir quelque chose oyo moka mobibelingi yango te. Nani aza véritablement na simalika moyo? Parce que si c'était aussi simple que ça, et qu'il n'y avait pas, c'est pas moi, pourquoi il s'obstine alors que tout le monde dit, même notre président a dit non, suspendez ça. Lui-même il a décidé de, na motema na yemoko la volonté na yemoko d'aller à l'encontre, d'évoquer à l'encontre au courant de toute la République. Qui lui donne cette têtutesse-là? Nani azana simabilo karamoyo? Pour que Kibasa, un simple ministre, s'oppose même à un moment donné aux propos de monsieur le président de la République. Ça veut dire quoi ça? Et c'est nous, le pauvre citoyen, qui payons alors que vous êtes dans les bureaux climatisés et vous êtes mieux traités par la République
que l'essentiel de nous tous. C'est important. Il faut enlever cette affaire de RAM. Le RAM est tout simplement une escroquerie d'État. Le RAM est une arnaque nationale. Et ce n'est pas normal que l'État décide d'escroquer, d'arnaquer ses propres citoyens. L'État est fait pour protéger les citoyens. Quand vous lisez les principes du contrat social développés notamment par Thomas Hobbes, par Jean-Jacques Rousseau, par tous ces grands auteurs-là qui parlent du contrat social, lorsqu'ils évoquent l'histoire de l'État, de la création de l'État, ils parlent d'un contrat social, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la cité n'avait pas d'organisation. Les gens se sont dit, ok, on signe un contrat social où chacun prend sa petite souveraineté, il les donne. Ça dépend. Thomas parle de Léviathan. On donne sa souveraineté à ces Léviathans qui, lui, a la forme d'un monstre pour gérer à notre nom une sorte d'empereur. Jean-Jacques Rousseau, lui, il relativise, il dit non, la souveraineté, on les donne plutôt à des institutions. Là, on a un pouvoir institutionnalisé. Et la volonté était de mettre la société à l'abri de la désorganisation, du désordre, de l'arnaque. Et ici, nous sommes dans une situation où l'État, au lieu de jouer son rôle, de protéger la communauté, l'État vient insécuriser sa propre communauté. Ça doit même surprendre les théoriciens de cette affaire de l'État. Non, cette arnaque doit s'arrêter. Il faut quand même que nous ayons pitié de ces peuples qui souffrent. Et il faut que nous aimions notre pays. Parce qu'à part le Congo, nous n'avons plus. Nous n'avons pas un autre pays. Les amis, l'émission est terminée. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous la présenter. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On va continuer à parler et à dénoncer cette affaire des rames jusqu'à ce que les Congolais rentreront dans leurs droits. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.